Bienvenue dans Manga 74. Je vais vous parler des nouveautés du mois de mai. C'est la deuxième fois que je le fais ce mois-ci, donc la seconde partie, et en première partie d'émission. Et enfin, je vous parlerai de mes lectures récentes en seconde partie d'émission. Les 4 titres que je vais vous présenter aujourd'hui sont 4 titres qui m'ont pas mal intrigué, dont un qui est la réédition de Sorcière de Daisuke Igarashi, qui à l'époque était sortie chez Casterman, maintenant elle est parue chez Delcourt dans la collection Moonlight. Donc c'est une réédition, donc là très hâte d'en parler parce que c'est un auteur qui m'intrigue énormément, Daisuke Igarashi, et c'est pour ça que je voulais en parler. Ensuite, nous allons chez Kurokawa avec les lueurs de l'outre-monde, pardon, qui est un one-shot, voilà, qui est un one-shot. On continuera avec une nouveauté chez Kana, donc Sohara et les bâtisseurs fantastiques. Et on terminera les découvertes de ce mois-ci avec Inexistant, one-shot, paru aux éditions Glénat. Est-ce que, comme d'habitude, il y a un titre que vous connaissez ou pas? Voilà, tout simplement, la question habituelle. Hein. Salut Fléau! Comment tu vas? Est-ce que dans ces 4 titres, voilà, est-ce qu'il y a un titre que vous connaissez, que vous avez entendu parler, qui vous intrigue, qui vous donne envie, ou au contraire, peut-être qu'il n'y en a aucun et vous allez être en mode full découverte? Commençons, on va parler de Sorcière. Sorcière, qui est une réédition, comme je disais, qui est parce que c'est un titre qui était déjà paru à l'époque, du coup, chez Casterman au label Saka, et qui a été récupéré par Delcourt Tonkam, avec la collection Moonlight. Sorcière qui sera terminée en 2 tomes, qui est donc une réédition. Si vous ne connaissez pas Daisuke Igarashi, c'est un auteur qu'on a déjà eu de multiples reprises en France, majoritairement connu pour Les Enfants de la Mer, qui je pense est son œuvre majeure qu'on a en France. Récemment, il y a moins d'1 an, il y a une réédition de Petite Forêt, voilà, en intégrale, qui était parue, que j'avais commencé à lire et que j'avais pas du tout accroché, voilà, mais vraiment pas du tout. J'avais complètement give up ma lecture, c'était trop... Ça partait trop en vrille pour moi, voilà, je vais être franc. On a eu aussi Renard Doré avec le Petit Monde de Cabocha, que lui, je vous avais chroniqué. Et on l'avait aussi, bon, là c'est un peu plus touchy d'en parler, mais c'était avec Designs, qui était sorti chez Noévé Graphics. C'est fini en 5 tomes et qu'il n'y a que 4 tomes qui sont en France, mais du coup, bah là, ça on sait pas trop, on est en statu quo, donc là-dessus. Enfin, moi j'ai pas de nouvelles en tout cas. Sorcière, c'est une surnaturelle ou pas du tout? Je vais en parler juste après. Et du coup, on va... Là, voilà, on a Sorcière, on a Sorcière. J'entends sur les réseaux que c'est un auteur pas facile à comprendre ces histoires. Ouais, c'est très... En fait, ça fait partie de ces auteurs où ça va partir un petit peu dans tous les sens et où tu peux assez facilement, je trouve, décrocher. Voilà. Sauf dans un titre comme Le Petit Monde de Cabocha, où là, tu sens que, malgré le fait que ça soit des histoires courtes, c'est hyper facile à lire. Hein. Les Enfants de la Mer, j'avais lu à l'époque, mais ça remonte, donc j'ai pas trop de souvenirs dessus. Là, par contre, Petite Forêt, j'avais full give up parce que c'était trop pour moi. Enfin, ça parlait, en plus, ça parlait je crois que c'était en rapport avec la cuisine et tout. Enfin, j'ai vraiment pas accroché. C'est très onirique, trop peut-être. Et enfin, Sorcière, là, par contre, on est plutôt sur encore une fois des histoires courtes avec qui mélange de la magie et de l'historique, du coup. Donc on a un petit mélange assez sympa, je trouve. Mais aussi, encore une fois, un petit peu de surnaturel, il y a un petit peu de tout, en fait. Concernant le titre en lui-même, donc du coup, Sorcière se targue, a la chance d'avoir un grand format, parce qu'en plus, par contre, on est sur un prix à 15,99. Voilà. C'est un peu cher, mais on a une édition quand même assez propre. Je sais pas comment je pourrais dire. C'est une sorte de papier un peu transparent. Je sais pas si on le voit. On verra pas, je pense. Un peu transparent, un peu papier calque en fait pour la couverture. Hein. Pas de planche couleur. Mais on est sur une réédition grand format. Donc si je prends le lueur de l'Outre-Monde, je le mets devant. On est sur une édition perfecte. Hein. Euh, Voilà. On est sur une édition perfecte, donc vous voyez bien la taille. Mais, putain, 15,99 sans planche couleur, ça fait un peu mal. Hein. Après, la qualité d'impression est là, hein, ça c'est pas le souci, mais
Ça picote. Moi, je trouve que ça picote. Après, il y a eu un effort sur la couverture, je trouve, mais c'est pas non plus, ouais, voilà, c'est pas non plus la folie, quoi. Après, il rend bien, hein. Il rend vraiment bien, hein. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas quoi en penser, en vrai. Je trouve ça un chouïa cher pour ce que c'est. Je trouve ça un chouïa cher pour ce que c'est. Concernant un peu plus l'histoire, donc là on est sur un récit, un recueil d'histoires courtes, qui sont majoritairement des contes, et un petit peu des histoires un petit peu, ouais, je veux dire romancées, mais vraiment comme des contes, racontés de la manière de contes, avec des personnages qui vont interagir. Donc on a plusieurs histoires dans ce titre-là, on en a 3 de mémoire, 3 ou 4, dont une majeure qui prend un bon demi, une bonne moitié de l'écran. Attends, attends. Une, deux. On a 3 histoires, c'est ça. On a une histoire qui s'appelle Spindle, une qui s'appelle Quarup et une toute petite qui s'appelle La sorcière à dos d'oiseau. Sachant que Quarup est assez conséquente. Spindle est assez conséquente. Et Quarup est un petit peu plus secondaire, voilà, on va dire ça comme ça. Une qui se passe, une histoire, la première histoire, donc Spindle, qui se passe majoritairement, ça fait penser un petit peu... Enfin, ça se veut être un pays un peu imaginaire, mais ça fait vraiment penser à la Grèce. Voilà, ça fait vraiment penser à la Grèce, ou la Macédoine, ou un pays dans ces zones-là. Ou peut-être l'Italie à la rigueur, voilà. Non, plus dans l'Est, plus dans l'Est. Ah, parce qu'il y a des bazars, il y a des choses comme ça, il y a des... Pas des souks, mais il y a des bazars, voilà. Et on va suivre une petite fille, enfin, qui vient d'une terre qui ressemble à des steppes mongoles, voilà. Et qui, en tissant, du coup, une toile, va se rendre compte que la toile lui a délivré un message et qu'elle va devoir parcourir plus de 1000 km pour aller à la capitale pour aller accomplir un petit peu et délivrer, accomplir sa tâche et délivrer son message. Et à la capitale, il se passe des choses plutôt morbides où il y a des sorcières, du coup une sorcière majoritairement qui s'appelle Nicolas, qui du coup commence un petit peu à foutre le boxon et qui utilise des cadavres et manipule des gens comme elle le souhaite, en leur donnant des pouvoirs absolument incroyables, mais avec des contreparties. Tout ça pour augmenter sa puissance et ses connaissances, voilà. Concrètement, la première histoire, j'ai trouvé vraiment intéressante, Spindle. J'ai été vraiment happé dedans. Et moi, j'avais peur, comme je disais avec les Daisuke Igarashi, en général, j'ai peur de décrocher. Là, non, j'ai clairement pas décroché. J'ai trouvé ça vraiment bien fichu. C'est vraiment entraînant. Graphiquement, c'est sublime, hein. Vraiment, par contre, ça, c'est un gros point fort pour moi de l'auteur. Daisuke Igarashi, ça fait partie de ces auteurs qui sont vraiment graphiquement magnifiques. Autant tu vas aller chercher des moments où sur certains titres où ça va être un petit peu plus comme le petit monde de Cabocha où là vraiment c'était un peu plus brouillon mais c'était voulu, voilà, parce que tu sentais qu'il y avait des planches en plus de mémoire qui étaient en aquarelle, c'était totalement différent. Mais par contre là sur un sorcière ou même sur un petite forêt, c'est graphiquement c'est très 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 beau, hein. Franchement on est sur de... C'est vraiment de l'art. Et je comprends pourquoi les gens apprécient cet auteur, en tout cas graphiquement. Comme sur Design, ce qui était sorti, qui était vraiment très sympa graphiquement également. Et sur l'histoire, bah ça marche bien dans l'ensemble, voilà. La deuxième histoire, elle se passe plutôt dans la jungle, une espèce de jungle... j'ai envie de dire un petit peu dans l'Amazonie, voilà, en Amazonie. C'est pas forcément, mais là au lieu de qu'on soit avec des sorcières, on sera avec des chamans. Voilà. Mais ce qui va être plutôt cool, à ce que j'ai compris, c'est que il n'y aura pas forcément de mise en avant d'une religion ou d'un mouvement, des choses comme ça. On parle des sorcières en général. Donc peu importe ta religion, peu importe tes idées, tes pensées, etc., tu auras forcément une sorcière qui sortira du lot. Comme là, on avait une tisseuse de destin un petit peu, voilà, une messagère. Et du coup, il y a eu pas mal de... Comment dire? Il y a d'autres types de sorcellerie qui existent dans le monde. On a vu le chamanisme, après on va voir un petit peu le côté... un petit peu plus... ça faisait un peu plus penser à catholique, limite, dans la dernière nouvelle.
Et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner dans les autres, sachant que la série sera finie en 2 tomes, en plus, donc on va pas très loin, enfin on s'embarque pas sur très loin, mais ça je trouve ça plutôt cool, c'est intéressant. Et de mon point de vue, actuellement, c'est mon titre préféré de Daisuke Igarashi. Mais après, j'en ai pas lu tant que ça. Donc, dur de me prononcer un petit peu sur ce genre de titre. Parce que bah, j'ai pas beaucoup de recul, mais je trouve... Ben, je pense... ça a été mon préféré des 4 lectures de... mes 4 nouveautés. Voilà, ça c'est clair. Il a réussi à m'emporter vraiment dans des moments historiques et dans des histoires avec de empreintes de magie et tout. Franchement, c'était vraiment cool. Donc non, non, moi j'ai beaucoup aimé ce titre-là et ça me donne envie de creuser un peu plus. Je sais que j'ai jamais lu Les Enfants de la Mer. Enfin, je l'avais déjà lu à l'époque, mais je m'en souviens pas du tout, donc je considère que je l'ai jamais lu. Faut vraiment que je le lise du coup. Ça me donne vraiment envie de lire d'autres titres de l'auteur. Et surtout que Les Enfants de la Mer est considéré comme son œuvre majeure. Donc non, non, franchement, je m'y attarderai à l'occasion. Mais ouais, franchement, une belle surprise. Belle surprise pour Sorcière. Moi qui en ai lu aucun, ça peut être pas mal en 2 tomes et beau. Ouais, ouais, c'est vraiment pas mal. Moi je pense que c'est une bonne porte d'entrée parce que encore le petit monde de... En fait, le problème du petit monde de Cabocha, je trouve que ok, on a le prisme de la vision du chat, et c'est intéressant, mais tu sens que il manque un truc, parce que je trouve que Igarashi, enfin, du peu que j'ai lu, vraiment, le mec s'éclate et t'envoie dans des univers dès qu'il y a un petit peu de magie ou d'onirisme ou des choses comme ça. Et dans le petit monde de Cabocha, c'est pas trop présent, c'est plus du tranche de vie quotidien, entre un maître et son chat, tu vois. Il y a un petit peu des touches d'onirisme de temps en temps, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Là, je trouve que Sorcière, en plus, avec des personnages, ils sont vraiment sublimes, quoi. Donc non, non, ça vaut plus le détour, hein. Mais c'est pas du tout la même cible, c'est pour ça que c'est un peu dur de les comparer. Même si c'est le même auteur, pour moi, c'est pas du tout la même cible. Tu vas pas apprécier un petit monde de Cabocha comme tu vas apprécier un Sorcière. Ça me semble assez logique, mais bon. Et non, mais hormis ça, je crois que j'ai pas grand-chose d'autre à dire, hein. Du coup, c'était vraiment... ouais, c'est beau comme tout, quand même, hein. Je suis désolé, mais quand tu tombes sur une planche comme ça... bon. T'arrives, tu commences le titre avec ça. Putain, mais c'est beau, hein. Moi, je trouve ça vraiment beau. Et il y a pas mal de planches qui sont un peu dans le même délire, hein. Franchement, c'est pas si dur que ça à trouver, hein. Même des foules ou des trucs comme ça, on est plus sur un des... Enfin, bon, là, celle-là, je vais peut-être pas la montrer sur Twitch. Mais voilà, c'est ce genre de planches, moi, je trouve ça très très beau, hein. Il y a pas mal, enfin, il y a pas mal d'endroits où c'est comme ça, hein. Et rien que pour la beauté des paysages et même la beauté des personnages en général, puis même pour l'ambiance, parce que du coup là on va un petit peu dans les bazars, un petit peu vraiment dans des espèces de souks qu'on a dans cette ville, alors je sais pas c'est quoi, hein, mais t'as une ambiance assez folle qui en émerge, sans que ça fourmille de vie. Les arrière-plans ils sont assez léchés et il y a pas grand-chose qui est laissé vide. Tout est un petit peu pensé, tu vois, pour rajouter un sentiment de vie dans les planches, et je trouve que ça marche vraiment bien, hein. Non, franchement, pour moi, ça reste une bonne surprise, quand même. Je le connaissais pas sous cet angle-là, en fait, le Daisuke Igarashi. Donc c'est pour ça que ça me donne envie de lire autre chose de sa part. Donc voici pour Sorcière. Moi, j'achèterai le tome 2 parce que, bah, vu que c'est fini qu'en 2 tomes, tu vois. Mais c'est vrai que le côté négatif, pour moi, je le trouve cher, hein. On est quasiment à 16 euros. Je sais pas c'était quoi le prix à l'époque. À l'époque, ah si, après bon, il y a la hausse du papier et tout ça, hein, ça faut remettre en... Mais ah oui, c'était sorti il y a quasiment 20 ans chez Casterman, le sorcière de Daisuke Igarashi. Alors je connais pas le format, mais à l'époque c'était déjà à 11 euros. Donc c'était cher pour l'époque.
peut-être que ça fait partie des planches qui sont chères à imprimer parce qu'il y a beaucoup de différences, je sais pas. Après, la qualité d'impression est belle. Franchement, elle est très belle, la qualité d'impression. On est vraiment sur un cran au-dessus. Oh, putain, j'avais oublié celle-là. Bref, je veux pas spoil. Je veux pas spoil. Mais on est sur un cran au-dessus par rapport à ce qu'on a l'habitude de montrer, et je trouve que la collection... Pardon, attendez. Bon, un coup. On va éviter de s'étouffer. Je disais, pardon. Et je trouve que la collection Moonlight en général, en termes de qualité d'impression, elle est quand même un cran au-dessus. Donc non, ça confirme un peu tout ça. Bref, passons au prochain titre qui est pardon, Les Lueurs de l'Outre-Monde, one shot paru aux éditions Kurokawa. Et il y a pas mal de choses à dire en vrai sur ce titre-là. Brûlez-la! Non! On a fini les sorcières. Au suivant. Il y a pas mal de choses à dire, sauf sur l'auteur, malheureusement. J'ai pas trouvé grand-chose sur Yamako Ujira. Voilà, j'ai juste vu qu'il a fait des illustrations sur certains light novels, mais en vrai, ça s'arrête là. Hello, Barry! Comment tu vas? J'ai pas vu grand-chose, voilà, sur d'autres... de sa part, sur d'autres titres. En tout cas, en France, il y en a pas eu, et même au Japon, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Mais j'aime bien déjà son style de dessin. Voilà, ça je le dis clairement. Je trouve son style de dessin, il marche vraiment bien. Donc du coup, one shot chez Kurokawa. Bon, ça va, merci. Ça va. On est dans un Japon à l'ère Meiji. Donc du coup, c'est 19e siècle. Voilà, à peu près. Hein. Et on va suivre majoritairement deux petits démons. Enfin, un petit démon, allez, majoritairement. Mais les démons dans ce monde-là ne sont pas méchants. Je m'explique. Les démons en tout cas, ce que les enfants représentent sont des démons, mais permettent de récupérer sont envoyés pardon, sur Terre pour pouvoir récupérer les âmes des défunts et pour pouvoir les donner à un passeur. Et le passeur, lui, va les emmener dans l'autre monde pour qu'ils puissent se réincarner. Voilà. Là, c'est le travail des petits démons. Et ces petits démons, un jour, ils font leur mission, et puis ils tombent nez à nez avec un moine, qui était, enfin pas un moine, oui, qui était un moine, si, on peut dire que c'est un moine, qui est médium surtout, en fait. Et, non, c'est pas un moine, c'est un médium, on va dire un médium. Et ce médium, du coup, peut les voir. Voilà, c'est la première fois que les petits garçons, ils arrivent à se faire griller par quelqu'un, ils ont jamais rencontré qui que ce soit qui pouvait les voir. Et le médium, bah du coup, il s'est rendu compte qu'ils ont réussi à libérer l'âme d'un défunt, voilà, et il va leur demander un petit peu un coup de main sur un défunt qui a l'air un petit peu plus costaud. Et il semblerait surtout il y a des fantômes errants, et le médium, lui tout seul, il n'y arrivera pas, donc il leur demande un coup de main. Ce qu'ils vont faire, parce que eux, leur but c'est de récupérer le plus possible d'âmes possibles, hein, tout simplement. Et ils auront une petite prime, apparemment tu chopes une prime, entre guillemets, si tu peux récupérer des âmes de fantômes errants, donc là ça les intéresse. Et ça va être un petit peu le début de plusieurs histoires courtes qui vont se dérouler, avec un fil rouge en arrière-plan, mais avec pas mal de personnages qui vont commencer à tourner un petit peu autour de ces deux petits garçons, mais il y aura que le médium qui pourra les voir à chaque fois. Voilà. C'est des petites missions par-ci par-là, avec différents fantômes, avec différentes manières, on va dire, de les exorciser, parce que le terme est violent, mais en tout cas de les libérer, voilà. Et tout ça dans le prisme de petits garçons qui font leur mission, mais sans trop demander pourquoi. Et le truc, c'est que y a d'autres petits démons comme eux. Ils sont pas tout seuls, hein, ils sont une bande de potes, ils sont un peu quatre. Enfin, dans ce monde-là, ils sont 4. Dans cette ville-là, pardon, ils sont 4. Et un jour, il y en a un qui disparaît parce que la légende raconte que si tu fais mal ton travail, tu vas perdre ta corne de démon, et quand tu perds ta corne de démon, et bah du coup, tu es viré des démons et on sait pas ce que tu deviens. Voilà. Et il y en a un qui va disparaître parce qu'il a perdu sa corne de démon, et eux, bah, ils sont en mode, bah non, on veut pas perdre notre corne de démon. Et ça, on sait pas pourquoi ils perdent leur corne de démon. Bon. On le saura à la fin, mais le but, c'est de pas le dévoiler, voilà. Ensemble, ils vont tous chasser des fantômes, voilà. Et je trouve que ça marche vraiment bien. Personnellement, j'ai passé un très bon moment de lecture.
Qui plus est, pour un one-shot, en vrai, je n'en demandais pas autant. Il y a quand même pas mal d'histoires avec des personnages dans tous les sens. Et merci Kurokawa. Kurokawa, en fait, dans ce titre-là, il y a énormément de références historiques. Il y a énormément, parce que du coup, il se base un petit peu sur des faits historiques qui sont vraiment déroulés et, au 19e siècle. Et du coup, Kurokawa a mis pas mal d'astérisques et vraiment a poussé le travail de comment dire, de glossaire. Et à la fin, t'as carrément tout un glossaire qui est dédié, en fait. Attendez, je sais pas si on voit bien. Pas forcément, voilà, mais tout un glossaire à la fin qui est dédié pour expliquer tous les termes, dans quelle thématique, dans quel endroit, etc. Et ça, je trouve, c'est vraiment une bonne idée de la part de Kurokawa. Parce que, bah, en fait, ça serait pas rentré en termes de notes de traduction, en termes de notes d'édite, et du notes d'éditeur, et du coup, bah, en fait, ils se sont dit autant faire un glossaire à la fin, quoi, pour pouvoir mettre des notes un peu plus détaillées. Et ça, c'est vraiment très cool. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment cool d'avoir pris le temps de bien expliquer tout ce qui se passait, etc. Donc, non, non, franchement, c'est un bon point pour le travail de traduction et d'édition de la part de Kurokawa. Donc, dans l'ensemble, bonne lecture, voilà, et vous passez un bon moment, en fait, sur ce petit one-shot, qui va en même temps, en plus, vous permettre d'apprendre quelques us et coutumes qu'il y avait au 19e siècle, qui sont peut-être plus de nos jours, mais en tout cas, j'ai trouvé ça sympa comme tout. Et ça marche bien, ça marche bien. Donc, voici, pour les lueurs de l'outre-monde. Je suis passé assez vite dessus, mais en vrai, vu que ce sont des histoires courtes, bah, j'ai pas envie de vous spoil, j'ai pas envie de vous spoil le livre, le fil rouge. Comme c'est un one-shot, en plus, j'ai encore moins envie de vous spoil le fil rouge, mais en tout cas, je trouve que dans l'ensemble, c'est une œuvre qui est juste, voilà, qui est vraiment juste et égale du début à la fin. Prochaine série, prochain titre, je vais vous parler de Sohara et les bâtisseurs fantastiques aux éditions Kana. Et oui, j'ai mis à côté un tome de Mary Grave qui était... Mallory Grave, pardon. Qui était du même auteur, simplement, qui est également de Hidenori Yamaji. Et c'était une série, Mary Grave, qui était parue aux éditions également Kana, qui était terminée en 5 tomes. Mais elle avait été terminée à l'arraché, on va dire ça comme ça. Parce que la série ne fonctionnait pas au Japon. Par contre, Mary Grave, moi, si je peux quand même vous encourager de la découvrir, parce que c'est une série qui propose de belles choses et qui est assez innovante dans son ensemble. Et malgré le fait que tu aies une fin que tu sens qu'elle est rushée, parce qu'il n'a pas eu le choix, il n'a pas eu le temps de développer son univers, je trouve que la série vaut vraiment le détour. Donc voilà. Juste ne pas blâmer le dernier tome parce que c'était pas de sa volonté à l'auteur. Hein. Mais n'hésitez pas à regarder quand même. Franchement, ça vaut le détour. Concernant Sohara et les bâtisseurs fantastiques, donc je disais une nouveauté chez Kana. Pour ma part, j'ai été assez surpris. Voilà, je m'attendais pas à un titre de cette trame-là. J'avais pas lu le synopsis, je le dis tout de suite. J'avais pas lu quoi que ce soit qui tournait autour du titre. J'ai juste regardé un tout petit peu les extraits au début. Et je trouvais ça intéressant, voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, on va commencer à en parler un petit peu. Sohara, c'est une jeune fille dans un univers de medieval fantasy, plutôt classique, voilà, où il y a une guerre entre les humains et les monstres. Voilà. On suit son enfance, on voit qu'elle s'entraîne extrêmement durement et de manière extrêmement spartiate pour pouvoir devenir la meilleure chasseuse de monstres du royaume. Vraiment, mais c'est son objectif. Le but, c'est de vraiment de devenir la meilleure. Mais il y a un problème. Il y a un gros hic. C'est que le jour où elle se présente devant le roi pour lui dire « Mon roi, je suis à votre service, j'ai terminé ma formation de chasseuse de monstres et je vais devenir la meilleure chasseuse de monstres, je vais devenir vraiment le meilleur élément que vous pourrez jamais avoir. » Bah, le roi lui lâche froidement et calmement « Non mais on a signé une trêve en fait. » Mais du coup, il n'y a pas de guerre. Enfin, il n'y a plus de guerre. Donc en fait, ça sert à rien. Bah du coup, vas-y, va te balader et va découvrir le monde. Et là, elle est en mode... Quoi ? Attends, ça veut dire que j'ai ruiné genre 15 ans de ma vie, enfin, je sais pas quel âge elle a, mais je pense 14-15 ans. J'ai ruiné autant d'années de ma vie pour rien. Donc elle a quand même une haine plutôt viscérale envers les monstres. Et elle va, un jour, quoi, elle va commencer à se balader.
elle va croiser et tomber nez à nez avec des nains. Mais les nains dans cet univers ne sont pas comme les nains qu'on connaît, nous, entre guillemets, dans des univers style Seigneur des Anneaux. Oubliez tout ça, hein, clairement oubliez tout ça. On va plutôt être... Ouais, ça va être un mélange entre j'ai envie de dire des elfelins et enfin, des espèces de petits... Des petits elfes, voilà, ça fait un peu penser à ça. Si vous avez lu Aria, et bah du coup ça fait un petit peu penser qu'on appelle ça, aux mecs qui travaillent dans les machineries, voilà, c'est un peu dans le même délire. Hein. Mais concrètement, les nains n'ont pas du tout la même manière qu'on les connaît. Et elle va croiser trois nains, voilà. Donc, trois nains, ils vont pas à la mine, non, clairement pas. Ils vont sur des chantiers. Et le truc, c'est que comme la guerre, elle a explosé, la guerre, elle a fait beaucoup de dégâts. Les humains auraient pu gagner la guerre, mais les monstres ont préféré signer un pacte. Et le truc, c'est que les monstres, en faisant la guerre, ils ont découvert un truc chez les humains qui convoitaient par-dessus tout. Ce sont les habitats. Et quand j'entends habitat, j'entends maison, en fait. Les monstres n'étaient pas habitués à avoir de maison. Ils n'ont pas voulu voler les maisons des humains, mais ils ont voulu s'en inspirer, voilà. Et c'est pour ça que les nains entrent en jeu, et les nains vont devenir les bâtisseurs fantastiques. Et on va rencontrer des nains qui vont vouloir aider la population de monstres qui sont, la plupart du temps, considèrent que bah, c'est bon, s'ils ont juste un arbre, ça leur suffit. Alors que pas du tout. Les monstres vont avoir des besoins, et que ça soit, on va croiser des gobelins, on va croiser des phénix, des phénix, pardon, des griffons. On va croiser ce genre d'animaux, en fait, enfin ce genre de monstres. Et des slimes aussi, voilà. Et chaque créature aura des besoins qui lui est propre, et du coup le but des nains, c'est de construire des maisons avec les éléments qui sont à proximité, avec les ressources qu'ils ont autour d'eux, et de créer le meilleur plan pour que la créature, pour que le monstre soit le mieux loti possible, voilà. Et je trouvais ça très intéressant, très atypique. Par contre, c'est très atypique. On est plutôt sur un format histoire courte, où on va avoir... Bon, le début, on a le prologue avec Soara, voilà, avec son enfance, etc. Mais on va avoir plutôt un chapitre, une maison, voilà, avec des monstres, peut-être deux chapitres, voilà. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool, où t'as un petit peu cette notion de construction, mais d'exploiter les ressources à proximité et d'optimiser au maximum. Non, franchement, j'ai trouvé ça très intéressant. Dans l'ensemble, au début, quand tu commences à lire le tome, tu dis tiens, ça va faire comme un free run, mais alors pas du tout, vraiment. Moi j'étais en mode bah tiens, on va suivre juste une aventurière qui va errer sur les routes, mais non, elle rejoint rapidement quand même le groupe de nains. Et ils vont ensemble, malgré cette, comment dire, cette méfiance qu'elle a envers les nains, parce que du coup, faut pas oublier qu'elle noue une véritable haine envers les monstres, qui va commencer à s'estomper bien sûr au fur et à mesure des rencontres. Mais malgré son aversion vers les nains et sa méfiance, et bah du coup elle va quand même commencer à se rendre compte que les nains fabriquent de belles choses. Et les nains sont vraiment doués. Sauf que les nains par contre, eux ils ont besoin en échange de protection. Les nains sont absolument nuls pour combattre. Et par contre ils ont une résistance à toute épreuve, tu vois. Mais ils sont vraiment nuls, c'est considéré comme une des classes les plus faibles dans la caste des monstres, et c'est un petit peu les... Ouais, c'est un petit peu la basse main d'œuvre, tu vois. 5 tomes au Japon, l'intrigue va sûrement prendre de l'ampleur, j'imagine. Je sais pas, justement. J'ai envie de dire oui, parce qu'il y a des prémices et il y a des indices qui sont un petit peu disséminés dans le tome 1. On se doute que ça va prendre de l'ampleur pour un point dont je ne dévoilerai pas, parce que ça serait quand même un spoil du tome 1. Mais il y a que en lisant un tome 2 qu'on va se rendre compte si oui ou non ça va prendre de l'ampleur ou pas. Franchement, pour l'instant, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais c'était très cool. Franchement, agréablement surpris, c'est très beau graphiquement. J'ai pas pu vous montrer ces planches-là, mais attends, il faut que je vous montre certaines de ces planches, parce que là, vraiment, ça vaut le détour, je pense. C'est littéralement des plans. T'as des plans qui sont faits, et je trouve ça trop cool, avec des petites annotations un petit peu partout et tout. Ça, c'est trop bien. Par contre, il y a beaucoup de lecture, hein, je vous le dis tout de suite. Mais c'est trop bien. Enfin, franchement...
La liste des défauts à corriger dans la maison des gobelins, ça c'est genre les 5-6 premières pages, donc je me permets. Mais tu vois, t'as la liste des défauts à corriger, ils sont en mode ah, mais les gobelins, ils ont des déchets à même le sol, ils ont froid, il y a de l'humidité dans leur grotte, donc ils prennent tout ça en compte et après, paf, ils refont une maison derrière. Et ils expliquent le fonctionnement de la maison, etc., avec toutes les options qu'ils ont rajoutées, etc. Non, franchement, c'est. J'essaie de vous trouver un autre truc, voilà. J'essaie de. Il y a vraiment de bonnes idées dans l'ensemble. Et ça veut pas. Et par contre, c'est pas parce qu'ils ont fait une bonne maison que ça va marcher forcément du premier coup. Voilà. Donc ça, je trouve ça cool aussi. T'as un petit peu une sorte de feedback en mode merde, on n'avait pas pensé à ça. Et du coup, on est obligé un petit peu de euh, d'y retourner, tu vois, de retaper d'autres trucs parce qu'on a merdé. Et ça, c'est. Moi, je trouve ça intéressant, en vrai. C'est très beau, ouais. Ouais, franchement, c'est très beau. Non, mais de toute façon, après, l'auteur de Mary Grave, Mary Grave, c'était beau comme tout, hein. Attention, hein, ça rigolait zéro graphiquement, hein. Donc là, je suis content de le revoir, en vrai. Parce que c'est un auteur qui mérite un petit peu de lumière, hein. Vraiment, c'était très très cool. Ah, attendez. C'était très très cool. Donc voici pour Sohara et les bâtisseurs fantastiques. Qui j'ai passé un bon moment. C'est pas ma lecture favorite, je vais être franc. Mais c'est parce que je pense que ça va être une lecture qui va être un petit peu plus lente à démarrer, voilà, en termes de série. Je lirai le tome 2 pour me forger un avis un peu plus conséquent dessus. Mais c'est vrai que le tome 1 m'a laissé un petit peu sur ma faim. Voilà, m'a laissé un petit peu sur ma faim. J'aimerais en avoir plus. Mais c'est bien, parce qu'il m'a donné envie de lire la suite. Ça, c'est déjà bien. Et enfin, dernière nouveauté du mois de mai. Et ça sera Inexistant, one shot paru aux éditions Glénat, avec au dessin Takeli Ongawa et au scénario Miki Makasu. Le dessinateur, je ne l'avais jamais vu avant, voilà. Il a un Instagram, si jamais, où il poste régulièrement, et en vrai, ses planches valent vraiment le détour, je trouve. Le scénariste, on l'a déjà eu en France à multiples reprises, mais en général, les scénaristes, c'est vrai qu'ils se font un peu éclipser par les dessinateurs. Mais on l'a déjà eu chez Ankama avec Double Me, une série terminée en 5 tomes, et avec plus récent en tout cas, Life Memorium, du coup, qui était sorti aux éditions également chez Glénat en one shot, avec un autre dessinateur. Inexistant, comme je le disais tout à l'heure, Glénat était plutôt agressif sur la com, je trouve. On est sur un grand format, donc comme tout à l'heure, comme avec le Sorcière, on est sur une édition perfecte. Tout pareil, hein, franchement, il n'y a pas de... Il y a pas... Enfin, c'est plutôt là, c'est plutôt une couverture, comment je pourrais dire, brillante, voilà. Mais comme on a l'habitude, pas de planche couleur. euh, voilà. Rien de spécial à signaler, hormis le prix, où là on est sur un 10,95 €, donc voilà. Mais c'est pas la même finition d'édition, attention. La celle d'El Cam avec le sorcière était quand même plus élevée en termes de finition, de qualité de couverture. Mais il y a quand même 5 € d'écart, donc c'est normal, tu vois. Bref. Concernant l'histoire, alors. Là, va falloir être accroché. Je vous le dis tout de suite. Il va falloir se focus sur cette lecture. Moi, personnellement, je me suis perdu à plusieurs reprises. Je le dis tout de suite, c'est un titre qui m'a perdu. Je sais pas si c'est voulu, je sais pas, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'avais un peu de mal à rester dedans, voilà. Donc je disais, concernant l'histoire, on va suivre majoritairement une autrice taïwanaise, donc qui crée un manhwa, ou un manga, qui s'appelle, enfin l'autrice s'appelle Tsugumi, et le manga en lui-même s'appelle Demon Smile, ok. Le titre s'appelle Demon Smile, et un jour qu'elle est en train de bosser sur son titre, et bah du coup, il y a une espèce de créature qui va arriver, voilà, qui pop, qui lui dit qu'elle n'a rien à faire dans notre monde à nous. Elle est une erreur. Elle est ce qu'on appelle un inexistant. Et le truc, c'est que le démon, pour X ou Y raison, commence à regarder et... Enfin, la créature donc, qui s'appelle Soph,
commence à discuter avec l'autrice, et le truc c'est que lui il est censé un petit peu, il est censé corriger entre guillemets l'univers, mais c'est un giga fan de ce que fait l'autrice. Il faut dire que l'autrice du manga, elle fait partie des meilleures ventes, voire peut-être des meilleurs titres qui paraissent en ce moment. C'est un manga qui est très 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 à la vogue, à la mode pardon, en vogue à la mode, bref. Et du coup tous les deux, ils vont un petit peu faire une sorte de pacte en mode, bah lui il est en mode vas-y je suis fan, je veux lire ton histoire jusqu'au bout. Elle est en mode bah ok, essaye de repousser le temps le plus possible pour que je puisse finir mon histoire. Sauf que concrètement, il va lui mettre la pression très fortement, il va essayer de trouver des solutions, mais bah, il peut pas lui offrir plus de 6 mois d'expérience de vie supplémentaire. Elle lui dit non, ça suffira jamais, essaie de trouver des solutions. Donc voilà. Le truc, c'est que au fur et à mesure, plus on avance dans l'histoire, plus je trouve c'est brouillon. Une fois le démon est avec elle, une fois le démon est contre elle, une autre fois il lui met la pression pour rien. Moi personnellement, je vais être franc avec vous, j'ai pas plus accroché que ça. J'ai trouvé ça très chaotique, très brouillon. Et bon, ça c'est encore un autre problème, mais il y a eu pas mal de fautes de frappe, il manque pas mal de lettres. Je sais pas pourquoi. J'ai trouvé au moins 5 ou 6 pages où il manque des lettres dans les bulles. J'ai marqué pas sans S ou des choses comme ça. Moi, ça m'a un peu saoulé, en fait. Surtout venant de Glénat, j'ai pas l'habitude de la part de Glénat de ce genre de bail. Ça m'a surpris. Encore si c'est voulu, pourquoi pas, mais là, c'était clairement pas voulu. Et ouais, c'est vraiment celui qui m'a laissé le moins enthousiaste. Ok, c'est très beau. Ça, je peux rien dire, le dessin est magnifique. Il y a des planches qui sont vraiment bien foutues, t'en prends plein les yeux, ok, mais l'histoire, elle est... Moi, je trouve qu'elle tient, mais sur pas grand-chose. Le démon, juste parce qu'il est fan de l'histoire, il veut lire la suite, je sais pas, ça... Moi, ça marche pas pour moi, ça. Hein. Vraiment, je sais pas. Après, il y a toute une notion un petit peu thriller qui va prendre le pas par la suite que j'ai trouvé intéressante, mais qui est pas développée entièrement. Une fin qui est pour moi inégale, voilà. Je spoil pas, hein, je vous dis pas de quoi c'est en retour, mais je trouve qu'elle est inégale. Et limite frustrante peut-être. Donc dans l'ensemble, moi personnellement, j'ai pas apprécié. Est-ce que je suis un cas isolé? Je ne sais pas. Il est vraiment bien noté dans tous les sites que j'ai pu voir, donc peut-être je suis passé à côté, et j'espère que je suis passé à côté, dans un sens, mais je ne comprends pas, voilà. Donc voici qui clôture un petit peu mes chroniques des nouveautés du mois de mai, pour la seconde partie, encore une fois. Je vous ai parlé de Sorcière de Daisuke Igarashi, je vous ai parlé des Lueurs de l'Outre-Monde de Yamakujira aux éditions Kurokawa, je vous ai parlé de Sohara et les bâtisseurs fantastiques de Hidenori Yamaji aux éditions Kana, et enfin je vous ai parlé de Inexistant aux éditions Glénat. La petite question toujours en commentaire, n'hésitez pas à me dire s'il y a un de ces titres qui vous intéresse. Vous connaissez un petit peu la suite à faire, n'hésitez pas à en discuter, l'espace commentaire est là. Donc seconde partie de l'émission, je vais vous parler de mes lectures récentes. C'est une petite sélection de mon cru, alors là il y a de tout. Là quand je vous dis il y a de tout, il y a de tout. Je vais vous parler d'une série terminée en 2 tomes que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Poison City, aux éditions Kiun. Je vais vous parler d'un shoujo aux éditions Crunchyroll qui s'appelle Call Game. Je vais vous parler également d'une série terminée en 7 tomes aux éditions Kiun qui s'appelle Earthgear. Et enfin, je terminerai avec un one-shot aux éditions Kana qui s'appelle Le journal d'une disparition de Hideo Azuma. Avant de parler de Poison City, forcément, bah, je vais retourner un peu sur Tetsuya Tsutsui. C'est un auteur que j'ai déjà présenté il n'y a pas si longtemps, donc je vais pas m'attarder dessus. Mais c'est un auteur qui est très présent chez Kiun. Voilà, Kiun a vraiment beaucoup de séries de l'auteur. Je crois qu'ils ont même peut-être pas la majorité, mais pas loin des séries de l'auteur. Juste un doute sur Manhole. Attendez. Ah non, Manhole, ça doit être aussi Kiun. Mais en tout cas, la majorité des séries de l'auteur, c'est un auteur qui est actif depuis un bon moment, hein, Tsutsui. Et c'est surtout un auteur que
on connaît majoritairement pour faire des séries courtes et souvent qui va aborder dans des thématiques sociétales, qui va un petit peu pousser à l'extrême, voilà. Ou en tout cas qui va lui permettre de faire des séries qui vont lui permettre de dénoncer des situations comme les Teen Live, bon, ça permettait un petit peu de parler du Covid, voilà. Là, dans Poison City, c'est un titre qu'on va en parler juste après, mais ça va aborder la censure et d'une manière assez brillante, je trouve. Donc, concernant Poison City, série terminée en 2 tomes aux éditions Kiun, on va commencer avec un jeune auteur, voilà. Un jeune auteur qui a eu... qui a déjà eu quelques petits succès par-ci par-là, mais et le jeune auteur va commencer à lancer un manga d'horreur, voilà, qui est plutôt fréquent au Japon, il n'y a pas de souci, qui s'appelle Dark Walker. Le problème, c'est que le Japon est dans une période très particulière, dans cet univers-là. On est 1 an avant les JO, au Japon. Le truc, c'est que comme dans chaque pays, il y a des lois, à chaque fois qu'il y a les JO qui sont accueillis dans un pays, il y a des lois pour un petit peu, comment dire, calmer le pays, le montrer plus beau, voilà, anticiper, juste pendant les JO, il faut qu'on soit irréprochable. Et là, il y a une loi qui va passer, qui va faire grand bruit. C'est une loi qui, comment dire, va commencer à imposer une motion de, pas de censure, mais on va dire de faire attention sur certains livres. S'il y a des choses... Enfin, je dis certains livres, mais non, tous les moyens d'expression sont impactés. Hein. Que ça soit le cinéma, le jeu vidéo et tout ça. Bref. Et la littérature en fait partie. Il y a une espèce de comité qui va se regrouper toutes les semaines, et en gros, leur job, c'est de dire si un titre est dangereux ou pas. Et de dire si ce titre doit être retiré de la vente, ou mis avec un label, un titre peut devenir nocif. Alors là, c'est nocif, c'est retiré de la vente, ça dégage. Sinon, ça va être un label marqué dangereux, et sinon, bah voilà, il passe à la commission. Le truc, c'est que, comme je vous disais juste avant, cet auteur, et bah, du coup, il va commencer à faire un manga d'horreur. Mais un manga d'horreur très réaliste, ça va dans un univers un peu de post-apo, où une espèce de gaz transforme les humains en des zombies, voilà, grossièrement. Le truc, c'est qu'il y a des scènes où il y a des tripes ou des choses comme ça, donc là, forcément, faut être un peu accroché. Et lui, bah, il écrit son histoire. Voilà. Sauf que, bah, il va commencer à écrire son histoire, son éditeur, il est vraiment refait, hein. Son éditeur, il y croit dur comme fer. Et il est en mode, bah attends, mais ça va faire un carton, c'est obligé. Le problème, c'est que plus il avance dans l'histoire, plus bah, il va commencer, son titre va paraître dangereux, parce que bah, il y a des choses, comment dire, un petit peu dangereuses. Bon, il y a des scènes de violence, il y a des scènes où on voit un personnage en train de fumer, voilà. Il y a des scènes où on voit des... Il y a moins en moins de scènes explicites, mais il y a des scènes implicites où on voit un zombie en train de manger un humain, par exemple, des choses comme ça. Bref. Le truc, c'est tout ça, ça passe pas. La commission, elle est en mode, non, cet ouvrage, il est nocif, on n'en veut pas. Et il va vraiment avoir un débat entre l'auteur, qui décide de faire sa propre histoire, en fait, et son éditeur, qui lui va un petit peu vouloir adoucir les angles en mode, bah tu peux modifier ça, comme ça passera, etc. Et surtout, d'autres personnes qui... On va se rendre compte que c'est pas un complot, mais on va dire qu'il fallait un bouc émissaire. Un autre auteur qui avait fait une autre série qui parlait de violence infantile, voilà, des violences sur les enfants, par des adultes, hein, je précise quand même, une autre série, voilà, qui, elle, s'était fait complètement blacklisté parce que bah, ça parlait de porno pour les enfants, enfin, mettant en scène des enfants, ou des choses comme ça, tu vois. Et c'est trash, mais le truc, c'est que l'auteur, il mettait ça en avant pour dénoncer cette chose-là, pas pour la promouvoir. Et ils vont un peu s'en servir de titres pour dire oui, mais regardez, je crois que le titre s'appelait Innocence. Regardez Innocence, regardez comment c'est violent, regardez, faut pas demander ça à nos enfants. Et bah, comme un peu Innocence l'a fait à l'époque, bah Dark Walker, le titre qu'il vient de créer, va servir de bouc émissaire. Ils vont commencer à médiatiser tout ça. Ils vont commencer à faire en sorte que le titre, enfin que vu que l'auteur ne peut pas se défendre entre guillemets facilement, bah
par rapport à des gens qui sont des élites, un petit peu puritains, voilà, bah il va un petit peu se prendre tout dans la tronche. Malgré que l'histoire en soi, c'est juste un thriller un petit peu hard, on va dire. Et c'est pour ça qu'on va commencer à parler de censure, parce que rapidement, bah, comme je disais tout à l'heure, l'éditeur il va essayer de lisser des trucs. Et quand on dit lisser, bah regarde ton personnage là il fume, retire sa cigarette. Regarde, là il y a du sang, ça serait bien de le retirer. Regarde, là le personnage il va commencer à se faire manger. Si tu fais un plan plus large, ça le suggère mais ça le montre pas, etc. etc. Pas d'alcool, voilà, par exemple. Là, le personnage féminin, toi tu dis qu'elle a 19 ans, mais en fait, regarde, si on prend sa taille, ça c'est le comité qui dit ça, si on fait ses tailles par rapport aux objets à côté d'elle, et qu'on prend ses mensurations, et qu'on estime tout ça, elle a un corps de 16 ans. Là, t'es en mode, ok, vous en êtes là, quoi. Vous en êtes donc là. Hey, salut Rilou. Prochain titre, je vais vous parler de Call Game, du coup. Call Game, je vais être franc par contre, je suis pas allé jusqu'au tome 8, je suis allé jusqu'au tome 6. Je suis pas à jour, mais j'ai déjà beaucoup de choses à parler sur la série. Call Game, qui est une série du coup qui est en cours en France avec 8 tomes, 9 au Japon. Hein. Une série qui est plutôt lente, voilà, faut dire ce qui est. On a eu que 8 tomes en 5 ans. Voilà, là c'est plutôt en ce moment c'est un tome par rang. Donc la série est plutôt lente, donc en vrai, voilà, ça permet de... Tu peux prendre ton temps sur la série, ça c'est en vrai c'est plutôt cool. Où on va suivre dans un univers de médiéval fantasy, voilà, plutôt classique sur le papier. On va suivre dans une histoire un petit peu des intrigues à la cour et avec plus. Le truc c'est qu'on a une princesse qui s'appelle Alna. Alna, c'est une jeune princesse qui est proposée à la cour d'un pays voisin dans le cadre d'une alliance politique. Ce qui est très courant, vous allez me dire. Et le truc, c'est que... bah, il se passe des choses apparemment pas très claires dans le royaume voisin. Donc son père lui propose un deal. Elle lui propose, comme c'est une jeune fille qui a toujours été un peu, pas dire, qui ne rentrait pas dans les codes des filles de son époque, voilà, on va plutôt dire ça comme ça, c'est une fille qui aime beaucoup se battre à l'épée ou des choses comme ça. Et bah, du coup, limite, elle a fait les entraînements d'escrime, etc. Et du coup, sur les conseils de son père, elle va échanger sa place avec sa servante, qui s'appelle Camilla, et en arrivant chez son futur époux. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, Camilla prend la place de la reine, enfin de la princesse, pardon, et elle se fait passer un petit peu pour le chevalier. Voilà, elle se met les cheveux courts, le but étant d'être le plus masculin possible et de faire passer pour une espèce d'escorte. Il marche plutôt bien, voilà. Le truc, c'est que quand il se pointe dans ce fameux royaume, eh ben, Camilla, c'est pas la seule princesse. Il y a 5 princesses. Plus Camilla, donc 6 en tout. Les 6 princesses sont toutes des prétendantes au trône, et en fait, littéralement, t'as une guerre politique qui est en train de se livrer pour savoir qui va épouser le prince, qui est d'ailleurs un peu un fantôme. Il se barre en permanence, il veut pas forcément interférer avec qui que ce soit. Personne ne l'a vraiment vu, donc bon. Et là, on va vraiment avoir affaire à absolument tous les moyens nécessaires pour accéder au trône, pour toutes les princesses. Chacune des princesses, forcément, vous vous doutez bien, elle a un petit peu tout son royaume sur ses épaules, en mode « faut que je me marie avec lui pour l'alliance politique ». Il y a des princesses qui vraiment sont là en mode on est là, voilà. Il y a d'autres princesses littéralement sont en mode j'ai tout vu buter. Vraiment, c'est assez violent. Mais toujours dans la notion de politique. Donc hypocrisie, bien parler, bien pensant, bien séance, etc. Et avec une Camilla, donc la servante, qui est complètement dépassée par les événements, et avec une jeune fille, du coup, qui avec Alna, qui elle est plutôt en mode... qui du coup est en mode, bah... il se passe des dingueries, quoi. C'est violent comment sur une échelle de 1 à 10? En vrai, rapidement, on va se rendre compte qu'il va y avoir des tentatives d'assassinat, donc... Je dirais un bon 6 quand même. Hein.
En 8, c'est une échelle où on commence à sortir les mitrailleuses pour choper tout le monde. Mais non, non, je dirais un bon 6 quand même, tentative d'assassinat. C'est pas déconnant quand même. Hein. Et on va vraiment se rendre compte que c'est un petit peu, ceux qui ont la référence, c'est un petit peu une... comment on appelle ça? Un peu une maison Tudor, voilà. Je trouve que c'est un peu dans le même délire que la maison Tudor, quoi. Mais si je lis sur une échelle, 5e barreau. Ça te va comme réponse? Camoulox, allez. Bref, je suis en... Putain, tu m'as perdu. Félicitations. Donc, entre les intrigues qu'on va avoir à la cour, plus on est sur un peu aussi une histoire de romance, parce que il va avoir évidemment la princesse Alna sous son apparence de chevalière qui va tomber nez à nez avec le prince et qui va tomber directement amoureuse du prince, mais elle se rend compte rapidement que bah le prince il a pas mal de choses à faire dans le royaume, dont survivre aussi, parce que bah lui aussi voilà, il peut être la cible de pas mal de problèmes. Et toutes les princesses sont vraiment... Comme je disais, il y en a une ou deux, elles sont un peu en mode on s'en fiche, tu vois. Mais vraiment, les autres, elles sont là pour en découdre. Et tous les moyens sont vraiment bons pour parvenir à leur fin. Donc c'est vraiment... Ça fait vraiment penser à tout ce qu'on peut attendre je vais pas dire de la royauté, mais des hautes instances où tout le monde se tire dans les pattes, mais tout le monde fait belle figure en public, et en privé, tout le monde devient absolument effroyable, tu vois. C'est vraiment ce qu'on attend, enfin ce que moi j'ai ressenti en lisant Call Game, et je trouve que la série, elle est vraiment prenante, quoi. Non, pas... Il y aura un peu d'amour, mais pas plus que ça. Enfin, si, il y en aura quand même, mais bon. Et si jamais l'autrice, elle était déjà venue en France, enfin, on l'avait déjà eu en France, pardon, pour d'autres titres, mais c'était des titres qui étaient parus plutôt dans les années 2010. Elle avait fait La Fleur Millénaire, elle avait fait Sayo Main School, et elle avait fait 101% Doubt, pardon. Et que sont des séries que personnellement je n'ai jamais lues, voilà. Mais c'était paru entre 2009 et 2013 pour les 4 séries, donc du coup... voilà, ça remonte un peu, mais c'est une autrice qu'on a depuis longtemps en vrai en France et que je ne savais pas forcément. Je trouvais ça intéressant de vous le notifier. Je crois que La Fleur Millénaire était plutôt célèbre, il me semble. Hein. Le titre me parle beaucoup, donc j'en ai déjà entendu parler plusieurs fois en tout cas. Donc voilà. Bon, il y a le logo casé, mais la série est toujours disponible chez Crunchyroll, hein, si jamais. Parlons de Earthgear. Earthgear, qui est une série, donc je disais, terminée en 7 tomes aux éditions Kiyun. Si le nom de l'auteur Takaki Tsuyoshi vous parle, c'est peut-être normal, parce que c'est un auteur qui a fait aussi la série qui s'appelle Black Torch, voilà, tout simplement. Qui est une série terminée en 5 tomes aux éditions Kiyun également, que je vous recommande chaudement si vous avez l'occasion, c'est une série que j'apprécie beaucoup. Et Earthgear, du coup, quand j'ai vu que la série, elle sortait en France, on va dire, j'étais en mode trop bien, c'est le même auteur que Black Torch, et je vais kiffer. Et oui, dans l'ensemble, j'ai plutôt bien kiffé. Autant dans Black Torch, on était plus dans du yokai, du folklore, etc., avec pas mal de bastons. Là, on est plutôt dans de la SF avec encore pas mal de bastons, mais voilà, cet auteur est habitué là-dedans. Et on est dans une espèce de... On est sur une planète, voilà. Il y a 200 ans en arrière, il y a eu un énorme conflit planétaire entre... Enfin, de la part des humains, quasiment. La majorité des humains, ou la totalité, pardon, des humains, ont disparu. Mais quand on dit la totalité, c'est vraiment tous les humains ont disparu. La Terre est devenue uniquement peuplée par des créatures qui ont été construites par les humains, donc majoritairement des robots avec une intelligence artificielle. Et tous les robots continuent à faire les tâches qu'on leur a demandé de faire au quotidien. Pour que le jour où les humains reviennent, ils puissent tout simplement réhabiliter l'endroit. Voilà. Le truc, c'est que pour eux, il n'y a plus d'humains. Ça fait un moment qu'il n'y a plus d'humains. Et ils le font, c'est leur programme, donc ils continuent à le faire. Jusqu'au jour où il y a une jeune fille qui tombe un petit peu dans les bras d'un robot éleveur qui s'appelle Z, le robot. Et la jeune fille s'appelle Roué.
Rouet, le truc c'est que bah c'est une jeune fille comme toutes les autres, mais bah elle vit un petit peu toute seule à la campagne avec son tonton Z du coup, parce qu'elle l'appelle affectueusement tonton, et qui est devenu un petit peu son père de substitution, et dans son programme, bah, malgré le fait qu'il soit éleveur, et bah, du coup il a quand même un programme qui permet un petit peu de communiquer, et il a appris pas mal de choses d'ailleurs aux côtés de Rouet, sur le côté de, pas forcément des sentiments, parce que le robot, on se dit de base, n'est pas censé avoir des sentiments, mais en tout cas sur les interactions avec les humains, etc. Le truc c'est que, bah, il mène une vie plutôt pépère, voilà. Sauf qu'un jour, il y a une nouvelle personne qui vient, qui s'appelle Chrome. Chrome, voilà. Chrome, c'est un ancien modèle de combat. Un modèle de combat qui s'est réveillé, qui vient tout juste pour lui, il vient de naître, il vient d'émerger, il sait pas ce qui se passe. Il est complètement perdu. Dans Chrome, comme genre ton évier. Vraiment, c'est écrit comme ça. Genre brillant et chromé, tu vois. Si vous avez la ref, vous êtes incroyable. Et bah, Chrome, en fait, il va commencer à émerger et il va un petit peu devenir ouais, un petit peu le petit frère de Rouet, en fait. Il va prendre un petit peu la place de petit frère, mais mais il a des compétences de combat absolument hors normes. Et ça, rapidement, ils vont en avoir besoin parce que dans cet univers, il y a certains robots qui sont livrés à eux-mêmes, qui ont perdu leur programme à cause d'une détérioration, des choses comme ça, tu vois. Et qui sont devenus, on les appellera, pardon, des insane. Donc littéralement, ils sont des fous, quoi. Des malades, des choses comme ça. Et bah du coup, Chrome va un peu devenir le garde du corps inconsciemment de Rouet, va la protéger parce que Rouet n'est qu'une humaine, elle a pas de compétences, elle a rien. Et lui, il peut facilement détruire un peu tout ça. Mais le truc, c'est que rapidement, et bah, les Insane vont arriver, et le problème c'est que ça va commencer à générer des soucis. Parce que, bah, une fois que les Insane ont pop, et bah, il y a d'autres robots qui vont arriver, qui ont une conscience plus élevée, et qui vont se rendre compte qu'il y a encore une humaine qui existe dans cet univers, hein, et que bah, la présence d'une humaine, ça fout le bazar. Oui, exactement, à ce bout, exactement. On évier débarque dans leur gear, exactement. Et donc je disais, la présence de Rouet en tant qu'humaine, bah ça fout vraiment le bazar. Parce que bah, il n'est pas censé avoir des humains. Et certains robots vont commencer à vouloir bah, s'accaparer Rouet. Parce que bah, en tant qu'humaine, et bah, elle peut, en soi, en tant qu'humaine, elle a la possibilité de commander les robots. Parce que les humains ont la possibilité bah, de pouvoir commander les robots, parce que les robots ont été de base créés par des humains. Voilà. Donc c'est la seule qui a une autorité supérieure aux robots. Et ça pose problème dans pas mal d'endroits. Donc là, on a tout le débat aussi sur la place de l'humain par rapport aux robots, les lois de la robotique, est-ce qu'on tape les humains, est-ce qu'on doit tuer un humain, etc. Il y a pas mal de dilemmes qui sont intéressants dans la série. Et je trouve que ça marche plutôt bien dans l'ensemble. Et bien évidemment, pourquoi ils vont commencer à bouger? Parce que Z, le tonton Z, qu'on aime beaucoup, se fait absolument détruire par un insane, et ils ont réussi à récupérer un petit peu ses données et les mettre dans une espèce de boîte noire, et le but c'est de ressusciter Z. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils vont commencer à faire un long voyage, qui sera rempli d'embûches, vous en doutez bien, pour aller jusqu'à un endroit, pour essayer de trouver des personnes qui sont capables de le ressusciter, tout simplement. Je suis content de cela pour apporter autant de précision sur les mangas que tu lis. Pour les éviers chromés? Ah ouais, t'inquiète. Ah ouais, t'inquiète de ouf, là. Là, moi, je suis toujours là pour raconter des petites anecdotes comme ça fait toujours plaisir. De rien, c'est au plaisir. Hein. Donc voilà pour Earthgear, en vrai. Et bon, la série se termine vraiment bien. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé la fin de la série. Une série beaucoup plus juste qu'a été Black Torch, parce que Black Torch a malheureusement une finalité que j'ai trouvé un petit peu rushée, à cause de la maladie, parce que l'auteur était malade, donc à ce moment-là. C'est pour ça il avait un peu rushé la fin de Black Torch. Earthgear avait eu le même problème, entre guillemets, parce qu'il y avait eu une grosse pause entre le tome 4 et le tome 5 de mémoire, suite à la maladie de l'auteur qui est resté malade pendant quasiment 1 an et demi. Mais il a repris du poil de la bête et il a réussi à terminer sa série, et en vrai, il l'a
Il a vraiment bien terminé la série, il n'y a pas de rush, y a rien qui peut faire croire qu'il a rush quoi que ce soit. Donc non, non, franchement, dans l'ensemble, moi j'ai été hyper satisfait, et limite, je préfère Earthgear à Black Torch. Même si j'aime beaucoup Black Torch. Mais je trouve que Earthgear est plus égal. Voilà, plus égal dans l'ensemble. Donc non, non, c'était vraiment une bonne surprise, une bonne surprise. Jusqu'au bout, voilà. Et enfin, on va terminer avec une série, enfin, avec un one-shot, pardon. Et là, on va changer encore une fois d'ambiance, parce que le one-shot, là, il va être un petit peu plus, je vous préviens, un peu plus énervé, mais ouais, c'est vraiment différent. Journal d'une disparition de Hideo Azuma, qui est un one-shot disponible aux éditions Kana depuis 2007. Merci Kana. Ça fait 18 ans qu'il est dans votre catalogue, ce titre. Et merci de le laisser dans votre catalogue, parce que c'est un titre qui est absolument essentiel pour moi. Hideo Azuma, je vais en parler un petit peu de cet auteur. C'est un auteur qu'on a quasiment jamais eu en France pour ses séries classiques, on va dire. Là, dans le journal d'une disparition, le journal d'une... et il a fait aussi journal d'une disparition et journal d'une dépression, et d'ailleurs j'ai marqué journal d'une dépression, parce qu'il a fait les deux. Mais là, on va plus parler d'une journal d'une disparition. Dans le journal d'une disparition... En fait, cet auteur, c'est assez fou de voir qu'on l'a eu en France pour ce qui est censé être un petit peu quelque chose d'autobiographique. Voilà. C'est vraiment ces histoires qu'il a eues dans une période de sa vie où il s'est barré de chez lui parce qu'il avait trop de pression en tant que mangaka. Et il se sentait vraiment écrasé totalement. Donc en fait, un beau jour, il a dit « je me casse ». Juste « je me casse ». Et puis il est parti comme ça. Parce que son but, il était en mode bah de toute façon je vais crever, j'ai pas envie de terminer mes mangas, j'en ai marre, j'ai la pression en permanence, je dors pas, autant me casser, et puis même si je peux mettre fin à mes jours, tant mieux quoi. Voilà, c'est un peu ça le principe du titre. Et bah du coup, il tente de mettre fin à ses jours, il n'y arrive pas. Donc il est en mode bah je vais pas retourner chez moi, c'est mort, donc il devient SDF. Et là on va avoir son quotidien. Et c'est rare, enfin, c'est pas rare, mais en tout cas, c'est rare que quelqu'un dévoile et parle de ces conditions-là, tu vois. Et on va voir Hideo Azuma, son quotidien, pendant plus d'1 an de mémoire qu'il a été sans domicile fixe. Comment il a fait pour survivre, dans des conditions hyper précaires, comment il a réussi à manger, à se coucher, etc., tu vois. Le pitch me parle de ouf. Ah ouais? Dans le sens où ça t'intéresse de ouf, ou dans le sens où t'as l'impression de l'avoir déjà lu? Et moi, à titre perso, c'est un titre qui m'avait beaucoup marqué. Journal d'une disparition. Alors, faut bien dissocier les deux. Techniquement, journal d'une disparition, c'est avant journal d'une dépression, ok? Journal d'une disparition, c'est vraiment son quotidien, c'est considéré comme le titre qui est un petit peu... mis en avant Hideo Azuma en France en tout cas. Journal d'une dépression est vraiment peu apprécié parce que on est vraiment sur un titre qui a une autre lecture et personnellement j'ai trouvé c'est complètement différent en fait. C'est complètement différent. Je recommande plus Journal d'une disparition que Journal d'une dépression, de mon point de vue. Dans le sens ça me parle ce genre d'idée. Ah ok. Et tout ça pour dire, voilà, on suit un petit peu le quotidien de cet auteur qui, maintenant, Hideo Azuma est décédé, hein, parce qu'il était déjà assez âgé à l'époque quand il a fait le titre. Mais on va vraiment suivre le quotidien au jour le jour de cet auteur qui, juste, n'en peut plus. Cède et lâche la pression, et cède et juste en mode, bah, advienne que pourra. Jusqu'à son retour, parce qu'en disant bah c'est bon, au bout d'un moment je vais mieux, mais en fait pas forcément. C'est pas ça qui fonctionne. Et ça dénonce un petit peu aussi pas mal de choses sur la situation très précaire de certains auteurs, ou même des gens en général. Sachant que d'ailleurs, il n'a pas mis en avant ça, mais au Japon, tu peux très bien... Il y a pas mal de personnes âgées, donc ça c'est plutôt une thématique sociétale qui est encore actuelle. Il y a pas mal de personnes âgées au Japon qui volontairement vont commettre
des délits de vol, des choses comme ça, parce qu'ils iront en prison, et du coup, en prison, bah, ils sont logés et nourris, et ils payent pas, en fait. Donc du coup, il y a pas mal de personnes, chaque année, vont aller en prison volontairement, en faisant un vol et en se faisant choper volontairement, parce qu'ils sauront qu'ils auront que 3 mois de peine, mais ils seront mieux en prison qu'ils ne le seront chez eux, et au moins ils auront à manger. Et ça, c'est une thématique, c'est quelque chose qui existe vraiment au Japon. Là, on n'en parle pas forcément dans celui-là, parce que je sais pas en termes de temporalité si ça correspond, mais c'est une des techniques qu'ont les personnes âgées, en tout cas, et les personnes en difficulté financière au Japon, d'échapper un petit peu à ça. Et là, lui, il va plutôt... Ah oui, évidemment, vous vous doutez bien qu'il va avoir d'autres tares. Il va sombrer dans l'alcoolisme, il va sombrer dans pas mal de choses en vrai. Hein. Bonsoir Nao. C'est d'aller sur les petits comptes. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Est-ce que vous aimez? Bonsoir, bah si on parle manga, voilà, tout simplement. Je vous parle de manga que j'ai apprécié, etc. Comment tu vas? Et pour revenir à ce que je disais, eh ben écoute, voilà, pour revenir à ce que je disais, bah n'hésitez pas à le lire à l'occasion. C'est une expérience de lecture assez déroutante. Vraiment assez déroutante. Bonne soirée, Dia! Désolé si j'ai pas trop réagi, ma connexion a des soucis pour le moment. Pas de soucis, là. Pas de soucis, pas de soucis. Bonne soirée à toi. Prends soin de toi. Et bon courage. Et bon courage à toi. Donc, n'hésitez pas, ouais, si vous avez l'occasion, à découvrir ce titre qui, pour moi, m'avait beaucoup marqué à l'époque, à ma lecture. Hein. Et que je trouve qu'il a été totalement oublié. Voilà. Donc, voici les 4 titres que je vous ai parlé en seconde partie de l'émission. Je vous ai parlé de Poison City, aux éditions Kiyun, terminé en 2 tomes. Je vous ai parlé de Call Games, série en cours aux éditions Crunchyroll. Je vous ai parlé de Earthgear, série terminée en 7 tomes, aux éditions Kiyun également. Et enfin, je vous ai parlé de One Shot, qui s'appelle Journal d'une disparition, aux éditions Kana. Merci à vous YouTube d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire s'il y a un titre qui vous intéresse, comme d'habitude. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des titres qui vous plaisent. Et s'il y a des titres que vous avez déjà lus également, n'hésitez pas à m'en faire part. Des bisous YouTube.